Ok, ben bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Sébastien Scodamiglio. Donc, je suis diplômé de droit social Panthéon-Sorbonne. Je suis également ancien conseiller prud'homme et ancien représentant du personnel, où j'ai effectué plusieurs mandats dans une association de loi 1901. Et depuis quelques années maintenant, je suis juriste et formateur pour les comités sociaux économiques et aussi pour les syndicats. Donc aujourd'hui, nous allons participer à un webinaire sur les congés payés et les arrêts maladie. Alors on va parler que des congés payés et des arrêts maladie. Quelles sont les nouvelles règles en vigueur? Pourquoi quelles sont les nouvelles règles en vigueur? Parce que il y a eu une jurisprudence du 13 septembre 2023 qui a modifié assez profondément les règles sur ce sujet-là. Donc, si vous avez des questions, vous allez pouvoir les poser au fur et à mesure dans le chat. À plusieurs moments dans le webinaire, je vais lire les questions. Enfin, c'est Agathe qui va me les lire et je vais y répondre. Et j'ai également reçu un certain nombre de questions préalablement au webinaire que je traiterai à la fin. Sachez que j'ai bien reçu vos questions. 90% des questions que vous avez envoyées, en fait, dans le webinaire, on va répondre à ces questions. Mais je les reprendrai à la fin. Mm. Donc, on a prévu un temps ensemble d'une heure, donc de 12h30 à 13h30. Et normalement, d'ici 30 minutes, 45 minutes, ben, j'aurai fini la présentation. Et après, il y aura un temps d'échange d'au moins un quart d'heure où on pourra échanger sur le sujet des congés payés et des arrêts maladie. Car si d'un point de vue technique, c'est pas très compliqué, ça soulève quand même pas mal de questions d'ordre pratique. Merci Sébastien. Je voudrais juste rajouter un petit point par rapport à ce que tu viens de dire. Du coup, le webinaire il va bien évidemment durer 1 heure. Je vous invite vraiment à couper vos micros pour pas déranger l'intervention du coup de Sébastien. Si vous avez des questions en cours de route, je vous invite vivement à les partager sur l'onglet discussion et nous allons pouvoir y aborder ces questions lors des 3 temps qui sont dédiés à l'événement. Voilà. Je te remercie. Donc, on va commencer, on va entrer dans le vif du sujet. Donc, la présentation se fait sur la forme de 3 points. Sous forme d'introduction, on va quand même rappeler le contexte juridique jusqu'à présent en matière de congés payés et plus précisément en matière d'arrêt maladie, mais déjà un rappel du contexte même historique et juridique des congés payés en général, pour après se focaliser sur les nouvelles règles applicables depuis le 13 septembre de l'année dernière en matière de congés payés et d'arrêt maladie. Donc, on répondra principalement aux questions quels sont les droits des salariés en matière de congés payés, quels sont les droits des salariés ayant été malades et qui sont sortis de l'effectif, et également quels sont les droits des salariés qui sont actuellement toujours dans les effectifs, bien qu'ils soient en arrêt maladie. Et on terminera par quelles sont les marges de manœuvre pour les entreprises pour limiter les risques liés à ces nouvelles règles. Et également, quelles sont les marges de manœuvre des salariés pour faire respecter ces nouveaux droits. Donc, on démarre sur le contexte juridique jusqu'à présent, actuel. Alors, il faut savoir que les congés payés en France, ça date de 1936 et qu'à l'époque, c'était 2 semaines de congés payés. Puis en 1956, le législateur est intervenu pour passer à 3 semaines. En 1969, 4 semaines. Et enfin, depuis 1982, nous sommes à 5 semaines de congés payés par an. Alors, il est possible que dans certaines entreprises, les salariés aient droit à plus que 5 semaines. Et donc, ça reste au cas par cas dans les entreprises. Et quand on parle de congés payés, il faut aussi dire de quoi on ne parle pas. On ne parle pas des journées de RTT. Donc, on parle uniquement des jours de congés payés. Et tout le sujet d'aujourd'hui, c'est par rapport aux congés payés, les journées que les salariés peuvent éventuellement avoir, 10 jours de RTT, ne sont pas concernés par ces nouvelles règles. Donc, à aujourd'hui, chaque salarié a droit à un congé annuel de 30 jours ouvrables, ce qui correspond à 5 semaines. Pourquoi 5 semaines? Parce que dans le Code du travail, il y a 6 jours ouvrables. Il n'y a que le dimanche qui, dans le Code du travail, est un jour obligatoirement de repos. Donc, une entreprise peut ouvrir, donc c'est ouvrable, 6 jours par semaine.
Donc 6 fois 5, ça fait bien 30, ça fait bien 5 semaines de congés payés. Donc, on a quand même l'habitude de dissocier le congé principal de la cinquième semaine, car la cinquième semaine a un statut particulier. Alors, ce n'est pas forcément obligé de le savoir, mais dans le cas présent, pour le sujet des congés payés et de l'arrêt maladie, c'est important d'avoir ça à l'esprit, qu'il y a 4 semaines de congés payés, plus une cinquième semaine. Elle a un statut particulier la cinquième semaine. On verra, ça a une incidence. Le statut particulier, c'est que les salariés, en théorie, n'ont pas le droit de prendre 5 semaines d'un seul coup. Ils ne peuvent prendre que 4 semaines de manière continue. Et la cinquième semaine, elle doit être prise à une autre date. Déjà, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il est possible pour la cinquième semaine de pouvoir la mettre sur un CET. Les 4 semaines, on a l'habitude de dire, elles sont d'ordre public absolu. Tout salarié a droit à 4 semaines de congés payés. Et la cinquième semaine, il peut y avoir des dérogations. Alors, souvent, j'ai ces questions-là, et c'est vrai que c'est un peu technique, mais il vaut mieux vous dire que peu importe comment on calcule les congés payés, que ce soit en jour ouvré ou en jour ouvrable, c'est bien 5 semaines que tout le salarié a droit. Les jours ouvrés, c'est les jours réellement travaillés dans l'entreprise, et les jours ouvrables, c'est les jours potentiellement travaillés, c'est 6 jours par semaine. Il faut également noter que tous les salariés en France ont droit à des congés payés dès l'embauche, même pendant la période d'essai. Donc, dans la pratique, il faut quand même avoir travaillé. Il faut au moins avoir fini son premier mois parce que les congés payés sont rajoutés au compteur des congés payés en même temps que la paye est effectuée. Donc, on peut prendre des congés payés par anticipation dès le premier jour de travail, mais dans la pratique, il faut attendre un mois pour pouvoir les prendre. Donc, et ça, il faut le noter. Pourquoi? Parce que les salariés qui commencent à travailler et qui attendent la période suivante pour poser leur congé se retrouvent avec des compteurs très importants. Donc, il faut bien avoir en tête que chaque salarié a bien droit à 5 semaines de congés payés par année civile. D'accord? Peu importe que le salarié ait commencé à travailler plus tôt ou dans l'année ou pas. Tous les salariés ont droit. Même si vous commencez à travailler le 1er juin, vous avez droit à 5 semaines de congés payés. Alors, pas exactement 5 semaines, en fait, c'est pour ça, c'est 4 semaines quand l'année est coupée. C'est au moins 4 semaines. Et pour une année complète, c'est 5 semaines. On peut retenir ça. Même si le salarié a commencé à travailler en cours d'année. Ça aussi, je l'ai mis dans le support parce que j'ai eu des retours sur ce sujet-là. Normalement, je dis bien normalement, il peut y avoir des dérogations, mais normalement, un employeur n'a pas le droit de supprimer des congés payés non pris. Alors, il peut y avoir une raison pour laquelle l'employeur supprime des congés non pris. La raison, c'est que le salarié ne les prend pas, mais normalement, il ne doit pas les supprimer. Ça doit rester en reliquat, toujours. Il n'y a aucune raison, je n'ai jamais vu de jurisprudence qui autorisait l'employeur à supprimer des congés payés, même si le salarié ne les prend pas. Lorsque le salarié... Sébastien, Oui, excuse-moi de t'interrompre. J'ai des retours sur le son qui est un peu faible. Est-ce qu'il est possible de l'augmenter de ton côté? oui, j'augmente mon micro, mais je le mets à fond, j'espère que ça change quelque chose. Merci beaucoup. Donc, l'employeur ne peut pas les supprimer, même s'ils ne sont pas pris, ça doit rester dans le compteur. Le salarié qui n'a pas pu prendre tous ses congés payés, la jurisprudence prévoit des possibilités de report jusqu'à 15 mois. Donc, l'employeur, dans la pratique, si le salarié ne peut pas prendre des congés payés à cause de la charge de travail, le salarié pourra avoir droit à une indemnité compensatrice de congés payés. Mais normalement, le salarié doit prendre ses congés, il ne doit pas être indemnisé. L'indemnité compensatrice, c'est une indemnité pour un préjudice subi. Et donc, la norme, c'est que le salarié prenne ses 4 semaines de congés payés. Ça, c'est d'ordre public absolu. Ça veut dire qu'il est impossible de déroger à cette situation. C'est minimum 4 semaines pour tout salarié par année civile, par an. C'est par an, pas forcément par année civile, parce qu'on peut. Mais c'est plus simple de dire par an. Donc, c'est pour ça que je précise que l'employeur ne doit pas mettre son salarié dans l'impossibilité de prendre ses congés, notamment à cause de la charge de travail. Et donc, j'ai bien dit que chaque salarié a droit à 5 semaines de congés payés. Donc, il relève du pouvoir de direction de l'employeur, parce que l'employeur a un pouvoir de direction, de vérifier que tous ses salariés prennent bien
au moins les 4 semaines, mais dans la pratique, c'est quand même 5 semaines de congés payés. Et donc, l'employeur a tout à fait la possibilité, au nom du pouvoir de direction, de pouvoir imposer à un salarié des congés payés. Surtout les congés payés qu'il n'a pas pris, qui ont été reportés d'une année sur l'autre et qu'il devra forcément prendre. Voilà. Donc, à aujourd'hui, enfin, plutôt avant le 13 septembre 2023, lorsqu'un salarié était en arrêt maladie, il n'acquérait pas de nouveaux congés payés. Je prends l'exemple d'un salarié qui serait en arrêt maladie pendant toute l'année, du 1er janvier au 31 décembre. Il conserve bien évidemment les congés payés qu'il a dans son compteur. Toutefois, sauf si l'arrêt maladie, c'est pour ça que j'ai mis sauf ATMP, sauf si l'arrêt maladie était consécutif d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le salarié n'avait pas de nouveau congé payé. C'est ce qui était marqué dans le Code du travail, et c'est ce qui est d'ailleurs toujours marqué au jour d'aujourd'hui dans le Code du travail. Toutefois, donc il n'y avait que le salarié qui était malade en raison de son travail. L'accident du travail, la maladie professionnelle, c'est ça. C'est le salarié, il est malade en raison de son travail. Il n'y avait que le salarié qui était malade en raison de son travail, qui continuait à acquérir de nouveaux congés payés, malgré le fait qu'il ne travaillait plus, puisqu'il était en arrêt maladie. Pourtant, cette disposition du Code du travail qui existe depuis très longtemps contrevenait à la directive temps de travail. Donc, une directive, c'est une loi, mais au niveau de l'Union européenne, une loi de l'Europe, qui n'a jamais été transposée. Cette directive temps de travail, elle date quand même depuis les années 90, et là, on est en 2024, elle n'a toujours pas été transposée. Elle a été très mal transposée. Donc, pour la parenthèse, elle a été mal transposée dans plusieurs dispositions, et pas uniquement dans le sujet des arrêts maladie et des congés payés. Dans d'autres dispositions, c'est toujours pas transposé, hein. Donc voilà, ça c'est pour la parenthèse. Mais aujourd'hui, on va parler que du cas de figure des salariés qui sont malades et quel impact ça a sur le compteur des congés payés. Donc avant le 13 septembre 2023, les employeurs faisaient application du Code du travail qui prévoyait que, sauf cas particulier, si l'arrêt maladie était lié à un accident du travail, eh ben, le salarié n'acquiert pas de nouveau congé payé. Mais le 13 septembre 2023, alors déjà, euh, à ce niveau-là, avant de passer à la suite, parce que maintenant je vais parler de ce qui se passe depuis le 13 septembre 2023, est-ce que vous avez déjà des questions par rapport à ce qui vient d'être dit? Si jamais vous avez des questions, je vous invite à les poser directement dans l'onglet discussion. Sébastien, nous avons une première question déjà. Bonjour, le salarié qui débute en juin a donc droit à 4 semaines de congés payés, mais de juin à juin, c'est cela, car il n'acquiert que 2,5 jours par mois travaillés. Donc en décembre, par exemple, il ne pourrait anticiper que 2 semaines et quelques deux congés payés. Oui, mais comment dire, chaque salarié a droit à 4 semaines de congés payés. Donc il n'est pas interdit d'avoir des compteurs en négatif, hein. Voilà. C'est comme ça. Même s'il n'a pas acquis, tous les mois, le salarié a acquis, comme ça vient d'être dit, 2,5 jours de congés payés. Tous les mois, ça rentre dans le compteur. Mais le salarié, alors je dis par année pour simplifier, mais la période elle peut être différente, hein. Ça peut aller de telle date à telle date. Mais par année civile, c'est plus simple de dire du 1er janvier au 31-12. Par année civile, la loi européenne et le droit, on va dire même le droit international, impose que tous les salariés aient 4 semaines de congés payés par année. Donc, peu importe que le salarié n'ait pas travaillé, on l'a vu même pour les salariés qui sont, enfin, on va le voir plus en détail pour les salariés qui sont en arrêt maladie, peu importe que le salarié n'ait pas travaillé, chaque travailleur a droit à 4 semaines de congés payés. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le salarié, s'il a que 15 jours sur son compteur, il peut prendre que 2 semaines. C'est vrai. Mais comme il a droit à 4 semaines, il va prendre ces 4 semaines et il va être en compteur négatif. C'est comme ça. C'est pour ça que j'insiste bien sur ce point, parce qu'il risque d'avoir du contentieux sur ça, parce que je sais que les employeurs ne raisonnent pas de la même manière. Et eux, ils n'acceptent pas les, les compteurs négatifs, hein. Ça s'appelle vraiment des congés par anticipation, et c'est tout à fait possible. Ça existe, ça doit se faire comme ça, normalement. Et je sais que dans la pratique, il y a beaucoup de salariés qui attendent, en fait, et la première année, ils n'ont pas leurs 4 semaines, ils n'ont pas leurs 5 semaines. Ils ne devraient pas attendre. Ils devraient avoir tout de suite leur congé. Merci Sébastien. Est-ce Nous qu'il y a d'autres avons... questions? Alors, nous Oui. avons une autre question. Les congés par anticipation seront donc décomptés de l'année suivante? Alors, les congés payés, moi je parle de compteur, c'est comme un compte. Tous les mois, chaque salarié
oui, chaque salarié a 2,5 jours. Et après, quand il les prend, ben, on lui enlève du compteur. Le compteur peut être à 20, à 50, à 100, pour moi, peu importe, ou il peut être en négatif quand il a pris trop de congés par rapport à ceux qu'il a acquis. C'est pas déduit d'après, c'est déduit tout de suite. Tous les mois, le compteur augmente, on va le voir. Et quand le salarié prend ses congés, au moment où il les prend, c'est débité du compteur. Voilà. Ça doit marcher comme ça normalement. Est-ce que c'est clair pour vous, Alexia, la réponse de Sébastien? Et des fois, les salariés ont des difficultés à suivre leur compteur. Il ne faut pas hésiter à envoyer un mail au RH, aux ressources humaines, pour leur demander à date combien j'ai de congés payés sur mon compteur. Voilà. Et moi, je ne peux pas le savoir parce que je ne suis pas RH dans notre entreprise. Merci, Sébastien. C'est très clair en tout cas. Nous avons également une autre question. Oui, Bonjour, nous avons alors des coms nous disant que si nous ne prenons pas nos CP, nos congés payés, ils seront perdus. Règles relatives à la prise des congés. Les congés oui, payés. oui, je vois ça aussi. Je vois ça sur des sites internet, je vois ça. Non, non, mais je sais, mais non. Moi, je dis non. Les congés payés, c'est pas qu'ils sont perdus. Ils peuvent être supprimés. Regardez, euh, les congés payés, normalement, c'est un droit. Mais donc, ça veut dire que c'est un droit, ça veut dire qu'il ne serait pas obligatoire pour les salariés de le demander. Mais il est obligatoire pour les employeurs de vérifier que ce droit soit bien utilisé. Le salarié, il ne travaille pas pour un employeur de manière indépendante. Il est soumis à un lien de subordination, il est soumis à une direction, et son travail est encadré, et notamment les règles applicables aux congés payés elle s'impose aux salariés, mais elle s'impose aussi aux employeurs. Si le Code du travail prévoit 4 ou 5 semaines de congés payés, il doit y avoir 4 semaines de congés payés. Et l'employeur doit faire en sorte que le salarié les prenne. Et quitte à ce que ça soit liquidé en fin de période. C'est 4 semaines indispensables qui doivent être pris, et la cinquième semaine peut être éventuellement payée en Ah, plus. merci, Et Sébastien. 4 semaines de repos. Alors, nous avons une remarque. Cela veut dire qu'en cas de compteur négatif au moment du départ, alors l'équivalent sera repris sur le solde de tout compte. Vous avez tout compris. Si le compteur est positif au moment du départ, l'employeur il paye une indemnité spécifique qu'on appelle indemnité compensatrice de congé payé au moment du départ. Et si le compteur est négatif, et c'est tout à fait possible, eh ben c'est déduit de la somme que l'employeur vous doit. Ça peut être donc à zéro si le compteur est très négatif, c'est-à-dire la somme que l'employeur vous doit, ça peut être à zéro. Et si l'employeur vous doit encore, enfin, si votre compteur est très négatif et l'employeur et vous devez de l'argent à l'employeur, eh bien, il va vous réclamer l'argent. Il va vous dire, vous me devez tant. Bon, c'est un cas de figure que j'ai rarement vu, hein. Mais ça peut exister. Une dernière question avant de reprendre ton intervention, Sébastien. Est-ce que le salarié bénéficie de 2 jours de congé supplémentaires par enfant à charge? Si oui, comment l'appliquer? Alors, les salariés, euh, dans le Code du travail, il faut différencier le Code du travail des conventions collectives et des accords applicables dans chaque entreprise. Dans le Code du travail, le salarié bénéficie de congés enfants malades. Donc, il faut que l'enfant soit malade. Ce n'est pas des enfants à charge, c'est enfants malades. Et le Code du travail ne prévoit pas que ces congés soient payés. C'est des congés qui s'imposent à l'employeur, c'est des congés sans solde. Maintenant, il y a des entreprises qui rémunèrent, enfin, qui indemnisent ou qui rémunèrent les congés pour enfants malades. Il y a même des entreprises, bien sûr, que j'ai vues, où les employeurs donnent des congés supplémentaires pour enfants à charge. Alors, le seul cas de figure où il y a des congés supplémentaires pour enfants à charge, c'est pour les parents de moins de 21 ans. Donc, c'est un cas de figure qui est spécifique. Il faut être parent de moins de, faut avoir moins de 21 ans, être parent. Et dans ce cas-là, il y a des congés en plus pour, le, pour les enfants à charge. Mais ce n'est valable que la première année. Que la première année de travail, le salarié a droit à une semaine de congé payé en plus. Mais que la première année de travail, il faut avoir moins de 21 ans. Donc c'est dans la pratique rare, je ne l'ai pas vu, mais c'est dans le code du travail. Merci, Sébastien. Je te propose de continuer ton intervention. Il y a déjà 2 questions qui ont été posées, mais nous allons y aborder un peu plus tard, si D'accord. cela te convient. Ça me convient, de toute façon, c'est au fur et à mesure. Je préfère répondre un petit peu au fur et à mesure aux questions parce que sinon, là, tout d'un coup, c'est plus compliqué. Alors maintenant, on a vu la base. La base sur le congé payé. On ne l'a pas vu dans le détail, mais on a vu la base, les points les plus importants. Maintenant, depuis le 13 septembre 2023, il y a un gros changement. Et ce changement, bon, là, on va en parler, c'est ça, c'est le changement. L'impact des nouvelles règles.
Alors, le 13 septembre 2023, la Cour de cassation, c'est la plus haute cour de justice, plus précisément la Chambre sociale, donc qui traite du contentieux du travail, a publié non pas trois, mais cinq arrêts le même jour. Mais nous, on va parler que de trois arrêts. Donc, ça veut dire qu'il y a bien deux arrêts en plus qui ne traitent pas des arrêts maladie, mais le webinaire, on l'a focalisé sur les arrêts maladie et congés payés. Donc, il y a trois arrêts qui, en date du 13 septembre 2023, ont été publiés sur le site de la Cour de cassation en renfort de communiqué de presse. Ce que la Cour de cassation ne fait pas systématiquement, bien évidemment. Elle ne fait pas des communiqués de presse à chaque fois qu'elle publie un arrêt. Mais là, c'est pour vraiment alerter l'ensemble, déjà un, arrêter le législateur, mais alerter l'opinion publique d'un changement. Et ce changement, c'est qu'elle a fait application directe de la directive temps de travail et elle a écarté, elle a dit comme ça, le droit français. C'est-à-dire qu'il y a un article dans le Code du travail, c'est l'article 3141-5, qui ne fait plus application de cet article. C'est-à-dire, on ne fait plus application de cet article, on fait application directe de la directive. Et qu'est-ce qu'a dit la directive? Elle dit que tous les salariés ont droit à des congés payés, peu importe qu'ils soient en arrêt maladie ou pas. Ce qui est contraire au Code du travail. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, depuis le 13 septembre 2023, on ne fait plus, on ne distingue plus de la cause de l'arrêt. Avant le 13 septembre, il fallait distinguer. Il fallait distinguer si l'arrêt était lié à un accident du travail ou une maladie professionnelle, ce qui n'était pas simple, toujours. Mais là, maintenant, c'est plus simple. Peu importe la raison de l'arrêt maladie, le salarié continue à acquérir de nouveaux congés payés, quand bien même, et il ne travaille plus puisqu'il y a un arrêt. Alors, pour les arrêts courts, ça pose aucun souci pour un arrêt court. Hein. Mais pour les arrêts longs, ça pose des soucis, puisque le salarié est en arrêt maladie pendant une longue période, il ne peut pas les prendre, ces congés payés, vu qu'il est malade. Donc, on va voir les problèmes pratiques que ça pose dans la suite, mais déjà, il faut bien comprendre ce grand changement. Alors, la question aussi qu'on se pose, c'est à partir de quand le salarié peut réclamer ses congés supplémentaires. Pourquoi je parle de congés supplémentaires? Parce qu'avant le 13 septembre 2023, il était normal, on va dire, pas forcément peut-être normal, mais en tout cas logique plutôt, que l'employeur fasse application du Code du travail, quand bien même la directive serait contraire, puisque un employeur français, ben, il applique le droit du travail français, il ne va pas appliquer la directive. Normalement, il ne fait pas ça. Donc, avant le 13 septembre 2023, les salariés qui étaient en arrêt maladie n'avaient pas de nouveaux congés payés. Et on se demande, mais alors, depuis 13 septembre 2023, bon, c'est simple, quand on est employeur, c'est simple. Depuis 13 septembre 2023, on sait qu'il faut le faire maintenant, mais pour tout le temps passé avant, vu que la directive, elle date de 1995, on se demande alors, dans ce cas de figure, puisque le Cour de cassation fait application de la directive, jusqu'à quand on peut remonter? Alors, la Cour de cassation, le 13 septembre 2023, a dit quelque chose qui a vraiment étonné. C'est que la prescription, c'est le droit d'agir en justice. Hein. Le point de départ pour la prescription est le moment où l'employeur va permettre au salarié de prendre ses congés en plus. Ce qui veut dire que pour un salarié qui a quitté l'entreprise, ou même un salarié qui est dans l'entreprise, tant que l'employeur n'a pas mis ne lui a pas donné la possibilité de prendre ses congés, des nouveaux congés hein, qui apparaissent juridiquement depuis 13 septembre 2023, ben, la prescription ne commence pas à courir. Ça veut dire que le salarié pourra réclamer en justice dans le cas de la défaillance de l'employeur. Donc, il n'y a pas en fait de prescription. C'est ce qu'a dit Enfin, dans la pratique, il n'y a pas de prescription, c'est-à-dire que, sauf si l'employeur donne ses congés, là, les rajoute au compteur. Si l'employeur les rajoute au compteur, là oui, il y aura une prescription et elle commencera à courir. Mais la Cour de cassation dit tant que l'employeur n'a pas donné ses congés, eh ben alors la prescription ne commence pas à courir. Dans la pratique, il faut bien noter qu'il était impossible de prévoir ce revirement de jurisprudence, même si ça couvait quand même que la Cour de cassation en avait parlé à plusieurs reprises, que ce n'était pas normal que le droit européen n'était pas appliqué, ça couvait, mais ils n'ont pas prévenu à l'avance qu'ils allaient faire un revirement de jurisprudence. C'est vraiment un revirement de jurisprudence parce que dans les années 2010, 2012, 2013, il y avait beaucoup de contentieux juridiques par rapport à ça, et la Cour de cassation disait qu'elle ne faisait pas application à la directive, et la directive n'avait d'application directe que pour les fonctionnaires ou pour les salariés
qui travaillent pour une entreprise de service public. Donc, jusqu'au 13 septembre 2023, les règles dont nous parlons actuellement, elles étaient déjà d'application, mais que pour les fonctionnaires ou pour les salariés qui travaillent dans les services publics, pas pour les entreprises de droit privé. Il y avait quand même des jurisprudences qui disaient ça. Donc, logiquement, comme les jurisprudences disaient ça, ce n'était pas des droits que les salariés revendiquaient, puisque la jurisprudence disait que ce n'était pas d'application. Mais le fondement juridique qui a permis à la Cour de cassation de faire cette application date du 1er décembre 2009. Donc, dès la publication de ces nouvelles jurisprudences, le groupe, c'est un gros cabinet, il y a beaucoup d'avocats. Le groupe KPMG Avocats a bien précisé que ça avait un effet rétroactif au 1er décembre 2009. Il fallait donner une date pour l'effet rétroactif parce que la Cour de cassation ne disait pas l'effet rétroactif. Elle disait qu'il y avait un effet rétroactif sans dire de date. Donc, il fallait bien donner une date. Et la date, c'est bien le 1er décembre 2009. On verra par la suite que ça a bien été confirmé. Cette date a bien été confirmée. Ce qui veut dire que concrètement, les salariés qui ont été malades doivent vérifier leur compteur de congés payés jusqu'au 1er décembre 2009. Donc, ça date. Hein. Et je rappelle que tous les employeurs doivent se mettre en conformité avec cette jurisprudence. Sébastien, je pense qu'on peut passer sur la deuxième partie des questions-réponses. Ok. Tu veux passer, ça veut dire quoi? Ça veut dire on répond aux Alors, parce questions que ou bah là, du coup, on arrive sur le deuxième temps des questions-réponses. Oui. Avant de continuer ton intervention. On avait déjà, du coup, des participants qui se questionnaient aussi sur ce sujet. Oui. Alors, nous avons une question de Catherine. Particularité dans le BTP avec la caisse des congés payés? Point d'interrogation. Et il n'y a aucune particularité dans le BTP. La jurisprudence, ça s'applique à tous les employeurs de droit privé, c'est-à-dire en fait à toute personne à toute personne qui est soumise au Code du travail. Donc, pour la caisse des congés, alors, le BTP a une particularité, c'est que les employeurs cotisent à une caisse et que cette caisse qui paye les congés. Ben, le problème de cette caisse, c'est qu'elle va devoir payer plus de congés maintenant. Donc, la cotisation va augmenter. Mais ça, c'est une cotisation que l'employeur paye. Donc, il y aura bien un impact sur cette caisse, mais les règles applicables sont les mêmes que pour tous les autres employeurs. Merci, Sébastien. Nous avons également une autre question. Si un salarié change de statut en cours d'année, il passe de salarié à un contrat cadre forfait à 218 jours, comment sont comptés ses congés restants? De la même façon que le salarié soit au forfait jour, au forfait heure ou sans forfait du tout, et tous les salariés ont droit au même congé payé. La différence entre le forfait jour, le forfait heure et ceux qui n'ont pas de forfait, c'est pour le calcul du temps de travail, c'est-à-dire pour le calcul des heures supplémentaires, pas pour les congés payés. Les congés payés sont calculés de la même manière pour tous salariés. Et c'est vraiment le statut de salarié qui permet d'avoir des congés payés. Je rappelle que les travailleurs indépendants qui ne sont pas salariés n'ont pas droit à des congés payés. Mais toute personne qui est salariée a droit à ces 5 semaines de congés payés. Merci pour ces précisions. Nous avons également une question de Ouda. Bonjour, du coup, je rebondis sur les congés payés pour enfants malades. Y a-t-il des justifications à donner et y a-t-il un temps minimum pour notifier l'employeur ou cela peut se faire le jour même? Merci. Alors, pour les congés enfants malades, le Code du travail prévoit que c'est des congés sans solde, hein, et les conventions collectives peuvent prévoir que ce soit payé. Mais je vais répondre par rapport au Code du travail, parce qu'après, il faudra se référer aux accords pour dire dans la précision comment faire. Mais pour le Code du travail, bien sûr qu'il y a un justificatif à donner. Le justificatif, c'est le certificat. Normalement, il y a deux justificatifs à donner. Pour le justificatif, la preuve d'avoir un enfant. Mais normalement, le salarié a dû le dire à l'avance. Dans le cadre des mutuelles, souvent les salariés disent qu'ils ont des enfants. Mais il faut donner la preuve d'avoir un enfant. Donc, c'est soit le livret de famille, soit c'est l'acte de naissance. Et la preuve de la maladie. Donc, il faut le certificat médical qui dit que cet enfant, c'est le médecin qui remplit le certificat médical, il dit que l'enfant X, voilà, euh, en raison de sa maladie, ou de son état de santé, doit être sous la surveillance de l'un de ses deux parents. Et c'est ce document-là, plus la preuve de l'enfant, qu'il faut envoyer au RH pour avoir droit à ces congés. Sachant que dans le Code du travail, c'est des congés qui sont sans solde, que l'employeur ne peut pas refuser. C'est des congés de droit, c'est comme des congés pour les événements familiaux. Et donc, c'est de droit, l'employeur ne peut pas les refuser.
Et c'est bien évidemment, ça peut se faire le jour même, tout à fait. Ça ressemble à un arrêt maladie, en fait, mais sauf que la personne malade n'est pas le salarié, c'est l'enfant du salarié. Merci Sébastien. Est-ce que c'est clair pour vous, Ouda? Alors, en entendant, nous avons d'autres questions. C'est un sujet Oui. qui questionne beaucoup. Bonjour, je suis en arrêt maladie depuis février 2023. Je démissionne alors que l'arrêt maladie est toujours en cours. Est-ce que je cumule mes 4 semaines de congé sur cette période et donc puis-je les réclamer pour mon solde de tout compte? Alors, euh, la personne qui démissionne ou qui rend son contrat de travail, elle va avoir un solde de tout compte. Et dans ce solde de tout compte, tous les congés payés non pris doivent être payés. C'est vraiment le seul cas de figure où il est obligatoire pour l'employeur de payer les congés, parce que normalement les congés doivent être pris, c'est au moment de la rupture du contrat de travail. Peu importe le motif d'ailleurs de la rupture, hein, peu importe le motif. Hein. Il n'y a aucun motif qui permet à l'employeur de ne pas payer les congés payés. Donc, le salarié, il avait un certain nombre de congés avant de tomber malade, et du fait de sa maladie, il ne peut plus travailler, mais il continue à acquérir de nouveaux congés qui augmentent, qui augmentent, qui augmentent. Et après, il y a la date de la rupture du contrat de travail, et ça fait un nombre de congés à prendre. Pas à prendre, à ce que l'employeur doit payer. Donc, bien évidemment qu'au moment du solde de tout compte, il faudra bien vérifier que le compteur soit juste. Car il est fort probable, et ça dépend des entreprises, hein, que le compteur ne soit pas juste, car il n'aura pas fait application peut-être de la jurisprudence du 13 septembre 2023. Le conseil que je donne, c'est surtout ne signez pas votre solde de tout compte. Car si vous signez votre solde de tout compte, vous n'avez que 6 mois pour le contester. Alors que si vous ne le signez pas, c'est 2 ou 3 ans pour le contester. Je crois que c'est même que c'est 3 ans pour le contester sur le compte quand il n'est pas signé. Et il faut bien noter que le fait de signer un solde de tout compte, ce n'est pas obligatoire. Tous les employeurs proposent à leurs salariés de signer un solde de tout compte, mais ce n'est pas obligatoire. Le salarié a droit à la somme inscrite au solde de tout compte, quand bien même il n'aurait pas signé. Le fait de signer, la seule conséquence juridique que ça a, c'est de ramener à 6 mois le délai pour contester le solde de tout compte. Donc, en l'occurrence, il faudra signer le solde de tout compte que, que après l'avoir vérifié, de préférence par un juriste hein, ou par vous-même, il n'y a pas de souci, mais l'avoir vérifié et que ce soit vraiment juste. Si vous contestez le solde de tout compte parce il manque des sommes, surtout, il ne faut pas le signer, mais l'employeur doit quand même vous le payer. Merci Sébastien. Nous avons aussi une question de Gébauché. Quel est le fondement juridique du 1er décembre 2009? C'est l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. L'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il a intégré la charte des droits sociaux. Et dans la charte des droits sociaux, c'est marqué que tout travailleur en Europe a droit à des congés payés. Et c'est marqué comme ça. C'est marqué tout travailleur en Europe a droit à des congés payés. Enfin, tout salarié, pour être plus précis. Et ce qui fait que, et par ailleurs, dans les directives, chaque salarié en Europe a droit à 4 semaines de congés payés. C'est pourquoi on ne fait pas remonter en fait la prescription à la directive temps de travail de 95, mais on l'arrête au 1er décembre 2009, ce qui est déjà pas mal. Merci Sébastien. Nous avons également d'autres questions. Je te propose juste du coup d'aborder les questions restantes à la fin de l'intervention, Sébastien. Et Il n'y a pas de souci. je t'invite du coup à continuer ton intervention. Il n'y a pas de souci. Merci. Donc là, euh, on vient de voir quelles sont les nouvelles règles en matière de congés payés et d'arrêt maladie. Mais comme vous venez de le voir, ça pose pas mal de problèmes pratiques pour la prise effective des congés. Alors, on va dire quelle est la marge de manœuvre pour les entreprises pour limiter le recours à ces congés supplémentaires et quelle est la marge de manœuvre de l'autre côté pour les salariés pour faire respecter leurs droits. Alors, pour les entreprises, de ce que je vois et de ce que je comprends, les entreprises sont dans l'attente. C'est-à-dire que pour la plupart, hein, il n'y a encore pas toutes, font application déjà des nouvelles jurisprudences
pour les nouveaux arrêts maladie à partir du 13 septembre 2023. Mais pour les, et encore, ce n'est pas toutes les entreprises, mais vérifiez que dans notre entreprise, c'est le cas, que depuis le 13 septembre 2023, cette nouvelle jurisprudence est bien appliquée pour tous les arrêts qui ont débuté à partir du 13 septembre. Mais dans la plupart des cas que je vois, l'employeur ne fait pas application de la rétroactivité pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il y a beaucoup de salariés qui ont quitté l'entreprise, donc il faudrait rééditer des soldes de tout compte pour tous les salariés enfin, pour tous les salariés qui ont été en arrêt maladie et qui ont quitté l'entreprise. Normalement, il faudrait rééditer un solde de tout compte complémentaire et le renvoyer à tous les salariés qui ont quitté l'entreprise. Ça, à ma connaissance, il n'y a aucune entreprise qui a fait ça pour l'instant. Donc, ça pose pas mal de questions aux employeurs, car il y a un coût financier derrière. Et donc, la seule chose que les employeurs peuvent faire pour ne pas payer ces nouveaux congés, ben, c'est d'attendre que les salariés aillent au prud'homme et d'être condamnés par le Conseil des prud'hommes ou une cour d'appel. C'est la seule manière, à mon avis, qu'ils ont. Et donc, en gros, ça s'appelle jouer la montre, ça s'appelle ça. Et puis, ça s'appelle aussi le fait qu'il y a beaucoup de salariés qui n'osent pas aller au Conseil des prud'hommes. Hein. Donc, c'est aussi gagner sur le fait que certains salariés, et même la majorité, ne font pas de recours. Donc, c'est la seule manière, c'est jouer la montre. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Alors, il y a aussi, je ne vous cache pas, un intense lobbying depuis le 13 septembre 2023, non pas sur la Cour de cassation, qui comme vous devez le savoir, en France est indépendante, hein, mais il y a quand même des pressions sur le gouvernement, sur le législateur, pour modifier la loi afin de limiter la casse pour les entreprises. Donc, le MEDEF ne s'est pas caché du fait qu'il faisait du lobbying. Et il y a un projet, pas un projet de loi, il y a un amendement qui, en fait, depuis le mois de décembre dernier, donc il y a eu 4 mois, 4 mois où le gouvernement est resté, n'a pas communiqué. Depuis le mois de décembre, ils ont annoncé, le gouvernement a annoncé la volonté de déposer un amendement pour pouvoir modifier le Code du travail et le mettre en conformité avec le droit européen. Donc, il va y avoir une intervention législative. Donc, il y a certains employeurs qui se disent, ben, on attend l'intervention législative. L'intervention législative est annoncée depuis le mois de décembre. On est au mois de mars et les amendements n'ont toujours pas encore été officiellement déposés au bureau de l'Assemblée nationale. Pour l'instant, les amendements, on ne les a pas encore vus. Mais on sait qu'ils existent, on sait qu'ils sont en préparation. Voilà, c'est ça, ça s'appelle jouer la mort. Ça, c'est pour les employeurs. Et pour les salariés, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, au contraire, il faut aller le plus vite possible, hein, puisque la jurisprudence du 13 septembre 2023, elle est d'application. Tous les conseils des prud'hommes et tous les cours d'appel doivent l'appliquer. Et d'ailleurs, même dans les procès en cours, et on a été très attentif à vérifier ça, à savoir, pour les procès qui sont en cours, est-ce que les cours d'appel vont se conformer à cette nouvelle jurisprudence? Et oui, la Cour d'appel de Paris et d'autres cours d'appel en région ont, au bout d'une semaine, dès le 20 septembre, 21 septembre, dès 6 jours plus tard, il y avait déjà un arrêt de la Cour d'appel de Paris qui condamnait l'employeur à des indemnités spécifiques liées à l'arrêt maladie du salarié. Et donc, ça veut dire qu'on sait que dans tous les procès en cours, les cours d'appel et les conseils des prud'hommes, je ne m'engagerai pas pour eux, parce que chacun fait un peu comme il veut au niveau des prud'hommes. Mais au niveau des cours d'appel, ils se conforment à la nouvelle jurisprudence, ce qui fait que à aujourd'hui, c'est bien le droit applicable. Le droit applicable est bien celui annoncé par la Cour de cassation. Et donc, le droit est très favorable pour les salariés sur ce cas-là, puisqu'on voit qu'on peut remonter jusqu'au 1er décembre 2009, ce qui fait qu'on peut remonter quand même assez loin. Et potentiellement, pour les salariés qui ont eu des arrêts longs, ça peut faire des sommes. Alors, pour les salariés, ça c'est pour les salariés qui ont des procès en cours. Maintenant, pour les salariés qui n'ont pas de procès en cours, mais qui sont toujours avec leur employeur en train de travailler, eh ben, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas de figure? Eh bien, il faut calculer soi-même, ou avec l'aide de son syndicat ou du comité social économique, puisque c'est quand même le rôle du comité de s'occuper de ça. Il faut calculer soi-même avec l'aide d'un élu ou d'un représentant syndical le nombre de jours qui manquent. Mais il y aura des jours qui manquent uniquement si le salarié a été malade. Hein. Pour les salariés qui n'ont pas été malades, normalement, il n'y a pas de jours qui manquent. Hein. Et dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une réclamation
Une réclamation, ça veut dire quoi? C'est-à-dire exiger un droit en se fondant sur la jurisprudence du 13 septembre 2023 et en disant, je me fonde sur cette jurisprudence pour vous dire qu'il me manque tant de jours sur mon compteur. C'est 2,5 jours par mois d'arrêt maladie, en fait, hein. C'est relativement facile à calculer pour les mois entiers. Puis quand les mois sont incomplets, ben on fait prorata temporis. Donc c'est 2,5 jours par mois d'arrêt maladie qui devrait manquer normalement. Alors si l'employeur ne répond pas favorablement à la demande du salarié, alors la demande du salarié doit se faire par écrit, hein, d'accord? Et elle doit se faire auprès des RH, des ressources humaines. S'il n'y a pas de ressources humaines dans votre entreprise, vous êtes une petite entreprise, c'est directement auprès du directeur ou de l'employeur. Mais dans les entreprises de taille importante, il y a un service des ressources humaines. Donc, c'est avec eux qu'il faut traiter. Bien évidemment, ce n'est pas votre encadrant qui va modifier votre compteur de congés payés si jamais il s'avérait qu'il manquait des jours. Donc, il faut écrire au RH en mettant en copie vos élus ou votre élu afin qu'il puisse suivre votre cas. Et si l'employeur ne veut pas, hein, et bien dans ce cas de figure, la seule solution pour pouvoir avoir ces jours, eh ben, c'est d'introduire une instance au Conseil des prud'hommes, c'est-à-dire il faut introduire un contentieux auprès du Conseil des prud'hommes, parce que c'est le Conseil qui est compétent, pour obtenir la condamnation de l'employeur à rajouter ces jours de congés payés en plus. Alors, il est possible pour les salariés vérifier ce point d'avoir une protection juridique. Et la protection juridique, c'est quoi? C'est une assurance qui prend en charge une partie des frais d'avocat dans le cadre d'un contentieux. Et ça marche dans le contentieux prud'homal. Il y a des entreprises qui ont les moyens, enfin des entreprises ou plutôt des CSE qui ont les moyens et qui offrent à tous leurs salariés des protections juridiques. Donc, soit vous avez une protection juridique parce que vous l'avez souscrit, c'est une assurance, comme l'assurance d'habitation, c'est une assurance en plus à souscrire. Soit vous l'avez souscrit, vous voyez avec votre assureur si vous êtes protégé, si l'assurance prend en charge une partie des frais d'avocat. Et si vous êtes dans une grosse entreprise, ben, c'est possible que votre CSE ait payé un contrat pour l'ensemble des salariés. Donc, il faut donc dans ce cas de figure déclarer le sinistre auprès de votre assurance en disant que l'employeur refuse de payer, enfin pas de payer, refuse d'augmenter le compteur des congés payés en raison du fait que j'étais malade et ne fait pas application. Il faut dire très simplement que l'employeur ne fait pas application de la jurisprudence du 13 septembre 2023 dans les protections juridiques. Ils sont au courant. Ils sont très au courant parce qu'ils ont beaucoup en ce moment, ben, depuis le 13 septembre, ils ont beaucoup de demandes des salariés de prise en charge de contentieux. Donc, ils sont au courant de la jurisprudence du 13 septembre 2023. Et je note également que si vous n'avez pas de protection juridique, il est toujours possible de se faire défendre par un défenseur syndical. Donc le défenseur syndical, alors dans la pratique, les employeurs aussi pourraient se faire défendre par un défenseur syndical, enfin en théorie plutôt, je veux dire, les employeurs aussi, mais dans la pratique, ils le font très peu. C'est plutôt les salariés qui font appel à un défenseur syndical. Le défenseur syndical, c'est une personne qui est spécialement désignée par son syndicat pour pouvoir défendre les salariés au Conseil des prud'hommes. Et l'avantage du défenseur syndical, c'est qu'il est gratuit. Donc, entre guillemets, l'inconvénient, c'est qu'il faut être adhérent du syndicat, parce que le défenseur syndical, il défend que les adhérents de ce syndicat dans la pratique, hein. Mais il est gratuit. Donc là, après, il y a deux possibilités. Soit vous prenez un avocat et vous pouvez éventuellement être soutenu par votre protection juridique, qui ne prendra pas peut-être 100%, ça dépend des cas de figure, mais en tout cas, soit 100%, soit une grosse partie des frais d'avocat, soit vous n'avez pas de protection juridique. Et bien, dans le conseil que je peux vous donner, c'est soit vous êtes adhérent d'un syndicat, vous voyez avec votre syndicat, et éventuellement, si vous n'êtes pas adhérent d'un syndicat, vous pouvez demander à votre CSE aussi, hein. Si vous pouvez demander à votre CSE de prendre en charge une partie ou tout des frais d'avocat, mais le CSE ne pourra le faire que dans les entreprises de plus de 50 salariés. Et que les entreprises de plus de 50 salariés, que le CSE a un budget qui permet de prendre en charge une partie des frais d'avocat. À moins de 50, il ne peut pas. Voilà. Voilà ce que peuvent faire les salariés. Donc, c'est-à-dire que surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas automatique. Pourquoi ce n'est pas automatique? Parce que c'est une jurisprudence et que les employeurs, ça dépend des employeurs, hein, mais traînent des pieds pour leur application. Donc, dans la pratique, il faudra toujours faire la demande. Et pour l'instant, je n'ai pas vu d'employeur qui changeait les compteurs
sans que le salarié ait demandé. C'est vraiment au salarié de voir s'il était en arrêt maladie depuis le 1er décembre 2009 et de calculer le nombre de jours qui lui manquent. Alors, il y a une nouveauté dans la nouveauté, puisque c'est un sujet d'actualité qui a des rebondissements et que c'est possible que ce que je vous dis, ça va encore changer, mais pas dans. Je me suis attaché à dire ce que je pense qui ne va pas changer. Normalement, ce que j'ai dit, ça va rester stable dans le temps. Mais il faut quand même surveiller quelque chose, c'est que comme depuis le mois de décembre de l'année dernière, le gouvernement a annoncé une intervention législative, c'est-à-dire il a annoncé de vouloir déposer un amendement, voire plusieurs amendements, pour modifier le code du travail afin de se mettre en conformité avec la directive. Et comme c'est un sujet qui est, on va dire, brûlant pour le MEDEF, puisqu'ils ont annoncé que ça pourrait leur coûter très cher, et à mon avis, ça va leur coûter assez cher, mais ça pourrait leur coûter très cher. Et le gouvernement, il marche sur des œufs. Il ne voudrait pas que son amendement soit encore contesté par la Chambre sociale de la Cour de cassation en disant que ce n'est pas conforme à la directive. Donc, le gouvernement a la possibilité de demander un avis au Conseil d'État. C'est ce qu'ils ont fait. Et l'avis a été remis le 11 mars 2023 et a été publié le 13 mars, non, excusez-moi, le 11 mars 2024, l'avis du Conseil d'État, et a été publié le 13 mars 2024. Donc là, c'est très nouveau. Le Conseil d'État vient de remettre son avis. Alors, la question qui était posée par le gouvernement, c'est très simple, c'est mes amendements sont-ils conformes aux droits, enfin, je simplifie, mais c'est ça, mes amendements sont-ils conformes aux directives? Est-ce que si je fais voter ça, est-ce que la Cour de cassation va en faire application? Voilà, c'est tout simple. Donc, je vais vous donner la réponse du Conseil d'État. Ce que le Conseil d'État a répondu, c'est qu'il était possible de ne pas différencier les causes de la maladie, maladie pro ou maladie pas pro. Il était possible de limiter à 2 jours par mois le fait d'acquérir de nouveaux arrêts, de nouveaux congés quand on a un arrêt maladie, puisque la directive et les droits de l'Union européenne ne garantissent que 4 semaines de congés payés. Donc, ils ont dit, pour les salariés qui sont malades, il est possible, donc ils disent, il est loisible au législateur de limiter le fait d'acquérir de nouveaux congés qu'à 2 jours par mois au lieu de 2,5 jours. Ils ont confirmé ce que disait KPMG Avocat, et qui avait quand même surpris beaucoup d'observateurs, qu'il y a un caractère rétroactif au 1er décembre 2009. Il y avait un débat de savoir à partir de quand ces nouvelles règles devaient s'appliquer, de savoir si le législateur se demandait si il faisait un amendement, est-ce que c'était rétroactif ou est-ce que c'était que pour l'avenir? Eh bien, le Conseil d'État a bien confirmé, ils ont raisonné sur plusieurs pages pour dire qu'il y a un caractère rétroactif impératif, hein, et bien impératif au 1er décembre 2009, que non seulement il n'était pas possible de revenir encore plus loin, mais il n'est pas possible de choisir une autre date. C'est vraiment le 1er décembre 2009. Parce qu'il y avait un débat aussi de savoir si on ne remontait pas aux années 90, la mise en place de la directive. Non, c'est le 1er décembre 2009, ce qui est déjà suffisant. Après, il y avait d'autres questions qui se posaient. C'est le délai que les salariés ont pour faire ces demandes de nouveaux congés. Alors, il faut différencier. Alors, pour le Conseil d'État, c'est pour le Conseil d'État. Le Conseil d'État, c'est quand même l'une des plus hautes cours de justice. Et c'est rare, même si ça peut arriver, mais sur ce coup-là, je ne pense pas, qu'il y ait une divergence de point de vue entre la Cour de cassation et le Conseil d'État. Je pense que le Conseil d'État, j'ai bien lu son avis en entier, va être suivi, en fait, va être suivi non seulement par le législateur, mais par la Cour de cassation, va être suivi par tout le monde. Donc, je pense que c'est la nouvelle chose sur laquelle il faut se caler. Ils ont dit que euh, le salarié toujours en poste, qui travaille toujours dans l'entreprise, par rapport à ses congés payés nouveaux, par rapport à l'employeur où il est actuellement, il aura un délai de 2 ans pour les demander à partir du moment où la loi aura été votée. Ou plus précisément, à partir du moment où la loi aura été promulguée. Mais retenez voter, comme ça, vous gagnez un peu de temps. Donc, ça veut dire que le salarié, pour ses nouveaux congés, il aura 2 ans pour les prendre à partir du moment où la nouvelle loi va être votée. La loi, enfin, les amendements, ils ont annoncé que c'est aujourd'hui, aujourd'hui même, qu'ils vont déposer les amendements sur le bureau de l'Assemblée nationale.
Donc, dans les prochains jours, on va avoir, on ne l'aura pas tout de suite, mais tant que ça soit publié, dans les prochains jours, on aura l'écriture des amendements. Mais les amendements vont être encore amendés par le législateur. Mais le Conseil d'État précise que dans son avis, que les salariés auront 2 jours, 2 ans, excusez-moi, 2 ans, pour pouvoir prendre ces congés payés nouveaux. Donc, il faut quand même les prendre assez rapidement, mais 2 ans, ça les laisse le temps. Si l'employeur ne les donne pas, alors que même ce sera écrit dans la loi, il faudra avoir déposé la requête au Conseil des prud'hommes dans les 2 ans après le vote de la loi. Donc, vous retenez que c'est 2 ans. Passer ces 2 ans, c'est trop tard. Il faudra vraiment soit les avoir pris, soit soit les avoir demandés au Conseil des prud'hommes. Et il y a un autre cas de figure qui est encore plus compliqué pour les employeurs, parce que ça encore, ils peuvent le faire, hein, les employeurs par rapport aux salariés, de donner ces nouveaux jours de congé payés. Mais c'est pour tous les salariés qui ont quitté l'entreprise. Est-ce qu'il va falloir regarder s'ils étaient en arrêt maladie? Et des fois, les bulletins de salaire ne sont pas conservés à vie, par exemple, ils sont conservés que 10 ans, hein. Donc, entre 2024 et 10 ans derrière, ça fait 2014, et on pourrait remonter à 2009. Alors, il y a un gros problème par rapport à ça. Alors, le Conseil d'État, qu'est-ce qu'il estime? Il estime qu'il y a une prescription de 3 ans à partir du moment où le contrat de travail a été rompu. Donc, on pourra remonter en arrière selon le Conseil d'État pour les salariés où le contrat a été rompu dans les 3 dernières années. Et ben, on pourra remonter au 1er décembre 2009, mais pas plus. Toutefois, c'est un simple avis du Conseil d'État. Donc, à mon avis, il y aura du contentieux sur ce point, car ça pose un problème de différencier les droits. C'est une rupture d'égalité entre un salarié qui travaille et un salarié qui, par exemple, au chômage, ou alors un salarié qui a changé plusieurs fois d'employeur. Pour moi, c'est une rupture d'égalité. Donc, le point de départ de la prescription est bien de 3 ans, je confirme, hein, puisque voilà, c'est comme ça, hein, les fondements juridiques, mais surtout, le point de départ, il part à partir de quand? Est-ce qu'on le fait partir à partir du moment où le contrat est rompu ou à une autre date? Et à mon avis, on peut faire partir le point de départ des 3 ans pour le contentieux des salariés ayant quitté l'entreprise au 13 septembre 2023, car avant le 13 septembre 2023, il était impossible pour le salarié de savoir qu'il avait droit à ses congés, donc il ne pouvait pas les demander. Depuis le 13 septembre 2023, la Cour de cassation, à renfort de communiqué de presse, a bien fait savoir que le droit avait changé. Et donc, la prescription, c'est 3 ans dans ce cas de figure. Donc, à mon avis, c'est bien 3 ans, comme le Conseil d'État le dit, mais le point de départ reste encore à clarifier, car la date de la rupture du contrat de travail ne me semble pas quelque chose de valable. Mais vous aurez peut-être d'autres juristes qui vous diront le contraire. Voilà. Merci beaucoup, Sébastien. Nous allons pouvoir passer ben, aux questions restantes. Il y en a beaucoup de D'accord. questions, donc on va essayer d'y répondre le plus au maximum. Donc, première question, sous quelle forme la rétroactivité au 1er décembre 2009, confirmée par KPMG, avocat, est-elle consultable? Décret, jurisprudence, trois petits points. Ah, mais maintenant, je me réfère maintenant à l'avis du Conseil d'État. Donc, et vous l'aurez dans les amendements. Le gouvernement se pose beaucoup de questions sur la rétroactivité. Il voulait savoir s'il était possible de faire une norme pour l'avenir, une norme pour le passé, et de la différencier. Et le Conseil d'État a dit non, c'est pas possible. La norme pour l'avenir, la norme pour le passé est la même, et il faut remonter au 1er décembre 2009. Et c'est logique de raisonner comme ça. Si vous lisez, de toute façon, pour avoir l'avis du Conseil d'État, c'est très simple. Il suffit de taper avis du Conseil d'État quand j'ai payé, et vous l'avez, hein, vous téléchargez, c'est un PDF qui fait à peu près 21 pages. Et, c'est relativement clair. Enfin, je veux dire, pas assez clair. C'est relativement facile à lire. Je dis relativement, parce qu'il faut un peu s'accrocher quand même, mais c'est bien marqué. Impossible de différencier la norme pour l'avenir et pour le passé. Donc, ça sera comme ça depuis. C'est la loi depuis. Enfin, en fait, c'est la loi depuis le 1er décembre 2009, mais on ne le savait pas. C'est pour ça que c'est particulier. Merci Sébastien. Nous avons également une question d'Hélène. Il faut revoir pour tous les salariés leurs arrêts maladie depuis 2009 à maintenant et leur ajouter les congés payés? Point d'interrogation. Exactement ça. Donc, c'est bien 2,5 jours de congés payés par arrêt. Ah, 2,5 jours si on se base sur la Cour de cassation. Si on se base sur le Conseil d'État, c'est 2 jours. Et on attend la loi, et la loi qui sera votée, ce sera 2 jours.
parce que ce ne sera pas comment dire, enfin, je ne peux pas dire ce que le législateur va faire, mais je pense qu'ils vont quand même limiter les coûts pour les employeurs. La Cour de cassation dit 2,5 jours, mais c'est possible, du point de vue de la directive de l'Union européenne, de limiter à 2 jours. Donc je pense qu'ils vont limiter à 2 jours. Mais c'est entre 2 et 2,5. Donc si je suis employeur, déjà, moi je mets 2 jours, sûr, puisque c'est sûr, c'est ça, hein. Enfin c'est sûr, oui. Si le Conseil d'État le dit, moi je pense que c'est sûr, hein. Et après, éventuellement, si le législateur augmente encore, passe de 2 à 2,5, si je suis employeur, je vais encore augmenter. Mais si vous êtes salarié, basez-vous sur 2,5 jours, parce que tant que la loi n'est pas votée, la loi n'est pas votée. C'est la Cour de cassation qui dit le droit, donc c'est 2,5 jours par mois d'arrêt maladie depuis le 1er décembre 2009. Merci Alors, Sébastien. il est possible que certains employeurs ne connaissent pas la totalité du droit, hein, parce qu'il y a beaucoup d'articles de code du travail. Il est possible que certains employeurs fassent acquérir des jours de congés payés à des salariés malades. Ne le savaient pas que ce n'était pas le cas. Donc, donc si l'employeur s'est trompé, entre guillemets, avait mis ses jours de congés payés, ça n'avait pas des jours en plus, hein. Mais certains employeurs faisaient application stricte de la loi et salarié en arrêt maladie, il n'avait pas de nouveaux jours de congés payés. Merci Sébastien. En ce qui concerne la rétroactivité, on peut déjà réclamer à l'employeur de récupérer les congés payés acquis pendant un arrêt maladie et congé maternité. À la congé maternité, normalement, il n'y avait pas de problème. Euh, donc, oui, tout à fait. Alors, normalement, il faut vérifier pour les congés maternité, mais il n'y a pas de problème, hein. Je regarde. Oui, c'est bien marqué ça a toujours été marqué dans le code du travail depuis les années 80, même avant, que les périodes de congé maternité, les périodes de congé paternité et d'accueil et d'adoption de l'enfant, tous ces congés-là permettaient d'acquérir de nouveaux congés payés. Donc normalement, c'est la loi depuis très longtemps, donc il n'y a pas de souci, mais à vérifier. Merci Sébastien. À quelle date sur 2009 nous devons remonter? 1er décembre. Le 1er décembre 2009. C'est bien ça. Nous avons une question aussi de Sébastien. Quiz des congés de fractionnement, lorsqu'ils existent, sont-ils récupérables au même titre que les CP? Oui, c'est récupérable, mais un salarié en arrêt maladie, oui. Alors, comment dire, la Cour de cassation n'a pas précisé ce cas. Je pense que oui, mais la Cour de cassation ne l'a pas dit parce qu'on ne lui a pas demandé. Donc, pour les congés payés en plus, qui sont des congés payés conventionnels ou des congés payés de fractionnement, il n'y a pas eu de contentieux là-dessus encore. Mais je pense que oui, c'est la même logique. Toutefois, le législateur va limiter à 2 jours, hein. Donc, on va voir. Il y a un doute sur ça. En fait, il faut demander à l'employeur et en cas de désaccord, il faut aller au conseil des prud'hommes pour voir la décision. Mais sinon, il y a un doute. Nous avons également une autre question. Si nous participons au RCC, cette nouvelle loi sera-t-elle prise en compte dans les contrats de rupture pour ceux entre nous qui ont bénéficié d'un arrêt de travail de longue durée? 2 ans, plus Alors, de 2 ans pour moi, au moment de la rupture. peu importe la rupture, il faut tout vérifier. Peu importe la cause de la rupture, si c'est une rupture conventionnelle ou autre, il faudra vérifier le solde de tout compte. Et il faudra revoir, il faudra remonter jusqu'au 1er décembre 2009, hein. Bon, bien sûr, si vous ne travaillez pas dans votre entreprise euh, à cette date-là, vous remontez jusqu'au début du contrat de travail. À tout passer en revue et tout vérifier. C'est pour ça que je vous conseille de ne pas signer sur de tout compte parce que c'est compliqué à tout vérifier tout de suite. Il vaut mieux, il vaut mieux comment dire, consulter un avocat ou un juriste ou un membre du CSE ou un membre de votre ou un représentant syndical pour faire le calcul avec lui. Mais essayez de vous le faire par vous-même, hein. C'est 2,5 jours par mois d'arrêt maladie. Il faut bien vérifier que l'employeur vous les a mis. Merci Sébastien. Nous avons également Muriel qui se questionne sur l'origine de cette nouvelle règle. Pour quelle raison la Cour de cassation a-t-elle acté cette nouvelle règle? Octroi de CP en arrêt maladie. Et en fait, ce n'est pas une nouvelle règle. C'est que le législateur français ne se mettait pas en conformité avec le droit européen. Le droit européen dit 4 semaines de congés payés pour tout travailleur, tout salarié en Europe. Peu importe en fait si le salarié est malade ou pas. La directive ne distingue pas la maladie. D'ailleurs, il y a d'autres sujets dans cette directive que le législateur français n'applique pas. Donc c'est une règle qui était applicable depuis les années 90. Toutefois, le législateur français n'en faisait pas application. C'était appliqué que pour les fonctionnaires, parce que c'était obligatoire pour eux, parce que l'État, bon, pour des raisons. Et donc, ce n'est pas une nouvelle règle en théorie. Ce qui est nouveau, c'est que ce que refusait la Cour de cassation de faire,
elle a appliqué la directive. Alors que normalement, logiquement, elle n'aurait pas dû le faire. C'est ça surtout qui est bizarre. Dans la Cour de cassation, elle est censée appliquer que tout le droit français, le droit international, pas les directives de l'Union européenne. Et puis ils ont dit qu'ils le faisaient, personne n'a rien dit. C'est tellement. On le sait, hein, enfin, les juristes le savent depuis longtemps que la loi française n'était pas conforme au droit européen. Ça fait partie des cours qu'il y a à la fac sur ça, hein. Et depuis toujours, on le sait, ça n'a jamais été appliqué. Et la Cour de cassation, elle a rappelé à plusieurs fois qu'il fallait que le législateur change. Le législateur n'a pas voulu changer. Et c'est pour ça qu'ils ont fait un petit forçage. Ils ont dit, nous mettons en conformité le droit français et le droit européen. Ils ont dit comme ça, nous mettons en conformité le droit français et le droit européen. Normalement, ce n'est pas de sa prérogative. Mais comme il n'y a aucun recours possible contre les décisions de la Cour de cassation, voilà, ça passe comme une lettre à la poste. Il a quand même fallu que la Cour de cassation prenne cette décision. Ils ont dû beaucoup y réfléchir avant de le faire, à mon avis. Merci Sébastien pour ces précisions. Nous avons également une question de Dalila. Selon ce que j'ai lu, ça devrait être max 40 jours et une rétroactivité max de 3 ans. Est-ce vrai? Et une deuxième question, une fois les amendements déposés, doit-on appliquer cette règle directement? Déjà, pour moi, depuis le 13 septembre 2023, il faut appliquer les décisions de la Cour de cassation. Ensuite, il n'y a pas de plafond. 40 jours, non, il n'y a pas de plafond. C'est le nombre de jours que le salarié a sur son compteur. Et 3 ans, 3 ans, c'est à partir du moment où le salarié, on lui donne la possibilité de prendre ses congés. euh, en fait, les 3 ans, c'est que pour les salariés qui ont quitté l'entreprise, hein. Pour les salariés qui n'ont pas quitté l'entreprise, il n'y a pas de prescription qui commence. La prescription commencera à courir à partir du moment où la nouvelle loi va être votée. Mais alors pour les salariés qui sont actuellement en poste, la prescription n'a pas démarré. Il faudra aller au 1er décembre 2009. Et pour les salariés qui ont quitté l'entreprise, à mon avis, la prescription a commencé à courir. Et d'après le Conseil d'État, c'est à la date de la rupture du contrat. Et c'est 3 ans dans ce cas de figure. Merci. Nous avons également une question. Si le salarié a signé son solde de tout compte et que le délai de contestation est dépassé, pourra-t-il réclamer ses jours de CP dus? Pour moi, oui, puisque hum, s'il a signé avant le 13 septembre 2023, hein, parce que s'il a signé le solde de compte après le 13 septembre 2023, le salarié était censé savoir qu'il y avait cette nouvelle règle. Donc, à partir du 13 septembre 2023, le salarié a 6 mois pour contester ce solde de tout compte. Et avant le 13 septembre 2023, pour moi, il a 3 ans pour contester, mais 3 ans à partir de quand? C'est ça le problème, on ne sait pas encore. Le Conseil d'État dit à partir du moment où le contrat a été rompu. Et moi, je dis que les 3 ans, c'est à partir du moment où le salarié était au courant de la règle, c'est-à-dire depuis le 13 septembre 2023, donc jusqu'au 13 septembre 2026 pour contester. Parce que ça ne serait pas acceptable que les salariés ne puissent pas contester. Ça serait une rupture d'égalité. S'il y avait des salariés qui pouvaient contester, des salariés qui ne peuvent pas. Merci Sébastien. Nous allons répondre à une dernière question avant de clôturer le webinaire. C'est une question de Malia. Dans notre entreprise, sur le compteur de chaque salarié, il est marqué congé à prendre avant le 31 août 2024. Donc tu nous confirmes que si nous ne prenons pas ces congés avant le 31 août 2024, ils ne seront pas perdus. Ils restent donc dans le compteur. L'employeur en question considère que les jours seront perdus. Il autorise les reports dans un délai, normalement, je ne sais pas le nombre de délais, mais la jurisprudence dit c'est 15 mois. Donc il faut vérifier si ces jours sont reportables ou pas auprès des RH. S'ils sont reportables, normalement, c'est 15 mois pour le report. Et s'ils ne sont pas reportables, il faut que le salarié demande ses jours. Mais après, il y a un cas de figure spécifique. Le salarié qui ne peut pas prendre ses jours parce qu'il est en arrêt maladie. Il peut pas les prendre s'il est malade. C'est marqué au 31 août, par exemple, mais le salarié est malade, il ne peut pas les prendre. Donc pour le salarié qui ne peut pas les prendre, c'est le point de départ du report où il y a un débat encore. Mais le salarié a droit à ses jours. À partir du moment où il les demande, ça devra être validé par l'employeur. Et s'il ne les demande pas, il faudrait savoir pourquoi. Normalement, si c'est à cause de la charge de travail, normalement, il devrait être reporté également. Mais je dis normalement parce qu'il n'y a pas de jurisprudence là-dessus encore. Il y a une jurisprudence pour les salariés qui ont été en congé paternité et maternité, en arrêt maladie, où on dit que c'est toujours reportable. Il n'y a pas encore de jurisprudence, bien que c'est dit par beaucoup de juristes,
de report en cas de charge de travail excessive. Mais c'est logique qu'en cas de charge de travail excessive, le salarié n'était pas dans la possibilité de prendre ses congés. Toutefois, ça reste à prouver qu'il est en charge de travail excessive. La différence entre l'arrêt maladie, les congés paternité et les congés maternité qui permettent un report automatique, parce que ça ne peut pas prendre ces jours, ben, c'est factuel. La charge de travail excessive, ça reste à démontrer. Normalement, les jours de congés payés, ils doivent être pris avant une certaine date. Après, ils ne peuvent plus être pris. Toutefois, ils ne sont pas supprimés. Moi, ce qui me choque, c'est pas que le salarié, c'est le salarié a droit à 4 semaines de congés payés par an, voire 5. Donc, dans les compteurs à 60 ou à 70, le salarié ne peut pas prendre 3 mois de congés payés. Il ne pourra toujours prendre que 5 semaines de congés payés. Toutefois, ils sont dans le compteur et ils doivent rester dans le compteur. Ils seront payés au moment de la rupture du contrat. Merci beaucoup, Aussi, Sébastien, pour ces voilà. précisions. Nous allons pouvoir clôturer le webinaire. Je tenais vraiment à te remercier, Sébastien, pour ces précisions sur ces dernières actualités, puisque en effet, ça change et je pense que c'était important de pouvoir ben voilà, prendre le temps aussi d'aborder ces points qui sont assez flous aussi selon les personnes. Et puis on le constate aujourd'hui, on a eu beaucoup de participation. Donc merci aussi à vous ben, d'avoir participé, d'avoir aussi animé ce webinaire. Nous allons du coup vous envoyer le replay du webinaire, bien évidemment, pour que vous puissiez du coup accéder au contenu librement. Et puis bah, merci à toutes et à tous, et puis à très vite. À très vite et n'hésitez pas à diffuser le webinaire à vos collègues parce que tout le monde n'a pas pu se connecter et je pense que c'est des choses que les gens doivent savoir. Je vous remercie et on se dit à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.